toutes et à tous, bienvenue dans l'actualité en débat. Nous sommes aujourd'hui mardi 15 septembre 2020. Tous les mardis, on parle du kiosque des produits togolais avec le patron de ce kiosque-là et en même temps le directeur de publication du journal Togo Réveil, Germain Pouli. Germain, bonjour. Bonjour Anita, bonjour à tous les téléspectateurs de Espoir 47. Notre second invité, Adam Adrenou, le directeur de publication du journal Vision d'Afrique. Adam, bonjour. Bonjour Anita, bonjour chef. Ça fait 2 jours. Oui, bon, des fois, les besoins du métier obligent à ce qu'on fasse un petit retrait. On est revenu en forme. Ok, en force. Eh bien, nous allons commencer avec la sensibilisation sur le coronavirus. Un décès, nous sommes aujourd'hui à 40 décès. Germain, ne vous en faites pas, on parlera bien sûr du kiosque des produits togolais. Ce sera juste après ce sujet. Le nombre de décès augmente et le nombre de contaminations aussi. Et pourtant, la sensibilisation continue. Germain, oui, qu'est-ce qu'il faut dire? La sensibilisation continue, oui, le nombre de contaminations. C'est vrai que 40 décès, c'est beaucoup. Donc, depuis 6-7 mois que cette pandémie a touché notre pays. C'est beaucoup, mais en même temps, il faut pouvoir reconnaître que notre pays est faiblement touché par rapport aux autres, par rapport à sa population, par rapport aux autres. Sauf que même quand c'est une vie de perdu, c'est une grosse perte. Donc on ne peut pas dire, on ne peut pas banaliser le nombre de décès et celui des contaminations. Aujourd'hui, vous allez en France, ils sont à pratiquement 6 000 contaminations par jour. Il y a 2 jours, ils étaient à 10 000 contaminations par jour. Et quand on voit le nombre d'habitants au Togo et en France. Et donc, ils sont en train de reprendre des mesures pour restreindre des libertés. En Israël, carrément, ils sont passés à un second reconfinement. Ce qui veut dire que ces périodes de vacances-là sont des périodes à haut risque par rapport à la contamination. Il y a des habitudes qui ont la vie dure. Et le respect des mesures barrières n'est pas total, pour ne pas dire qu'il est négligé par une bonne frange de la population, surtout les franges jeunes, donc de 15 à 45 ans. Dans certains pays, nous n'avons pas ce genre de données, mais toujours est-il que le respect n'est pas ce qu'il devait être. Et on a vu un peu cette grande décision, cette sanction qui est tombée sur l'un des cadres de notre pays la semaine dernière pour avoir rassemblé des centaines de personnes autour d'un mariage. C'est dire que les risques de contamination sont énormes. Le respect n'est pas toujours ce qu'on aurait souhaité malgré la sensibilisation dont vous parlez. C'est vrai, on peut se plaindre, mais en même temps on peut saluer les dispositions prises par le gouvernement, saluer le travail de sensibilisation que font ces acteurs-là, mobilisés au sein du comité de riposte, et puis saluer pourquoi pas par endroit tous ces Togolais-là qui font encore l'effort de servir d'exemple aux autres en respectant les règles barrières. Eh bien, Adam, aujourd'hui, le 15 septembre, ça vous dit quelque chose parlant de la crise sanitaire? Et si le nombre de contaminations, de décès augmentait, comme on l'a remarqué ces dernières semaines, est-ce qu'on va prolonger l'état d'urgence sanitaire? De toute évidence, c'est vrai que les Togolais ont beaucoup attendu. C'est vrai, ils auront bien voulu que cet état d'urgence prenne fin. Mais au regard un peu de ces contaminations qui vont sans cesse grandir, surtout ces derniers jours, et vous l'avez même mentionné, en parlant donc de ces décès-là que nous avions connus, si nous prenons la référence de ce que nous avions connu il y a 2-3 mois, ce n'est pas le cas, donc ça inquiète. Ça inquiète et moi je pense qu'il ne faudrait pas que les Togolais désespèrent de toutes les façons. Je pense qu'il vaut mieux conserver ou préserver un peu des vies que de vouloir forcément avoir, disons, aller à la normalité ou carrément et aller donc à la formation d'un gouvernement comme cela est le cas sur toutes les lèvres d'ailleurs. Donc je pense que
si nous lisons bien ou nous voulons quand même nous camper sur des analyses tenant compte de ce risque de contagion, il est fort probable qu'on puisse encore proroger l'état d'urgence sanitaire. Mais au-delà de ça, est-ce que c'est vrai qu'aujourd'hui nous sommes dans une situation où la question sanitaire prime plus que toute question, mais nous savions également qu'au Togo, tout est prioritaire. Et là, on ne peut pas indéfiniment attendre forcément qu'on arrive, disons, à la fin au calme, arriver à voir calme, qu'on ait des cas un peu, en fait, le risque de contagion soit beaucoup moins, avant d'aller donc à la formation de ce gouvernement-là. Voilà pourquoi moi je plaiderais à ce que, de toutes les façons, qu'on se dit, voilà, il y a donc un exécutif qui est là, qui est un peu moulé, disons, à ces mesures-là, qu'on ne peut pas. En fait, c'est une question qui concerne pratiquement tous les Togolais, que tous les Togolais aujourd'hui, qu'ils soient, qu'on change carrément le gouvernement peu. Justement, quel est le lien entre le changement du gouvernement ou bien la formation du nouveau gouvernement et la crise sanitaire ou l'état d'urgence sanitaire? Non, on peut comprendre le gouvernement a raison dans la mesure où lorsque vous mettez une disposition, et moi je l'ai dit la plupart du temps, lorsqu'on prend peut-être des changements de gouvernement, soit il y a un gouvernement, on veut imprimer une nouvelle donne, une nouvelle marque à un gouvernement, on le change, soit avec des mesures constitutionnelles, étant donné que nous sommes allés aux élections, comme ce fut le cas actuellement, cela impose un changement de gouvernement, puisque ça, c'est nos tests qui le prédisent, donc forcément on doit changer de gouvernement. Mais ici, on essaie de dire que pour la bonne maîtrise ou la bonne conduite de ces mesures-là prises, il faudrait quand même que cette équipe qui a commencé et qui, plus ou moins, on peut attribuer des notes, un certain nombre de satisfecits au vu de la bonne gestion de cette qu'il-là, parce que lorsque nous faisons une petite comparaison, personne ne peut aujourd'hui s'en douter du fait que l'équipe qui est là aujourd'hui a su quand même gérer cette crise-là à bien. Parce que si nous prenons un peu les références, c'est vrai, il y a des prévisions lorsque nous faisons une petite comparaison. Le Togo n'est pas aujourd'hui à l'état d'alerte. C'est vrai qu'un décès est un décès de plus et de trop pour le pays. Mais tout compte fait, on ne va pas attendre indéfiniment pour la formation du gouvernement parce que ce soit dans notre siècle récent, on impose, disons, ces mesures-là à tout le monde, ça s'impose. Et je ne crois pas que, au regard du fait qu'on change de gouvernement, cela puisse impacter négativement la gestion de cette crise-là. Germain, il y a une équipe qui a été mandatée pour gérer la crise. Est-ce qu'en cours de mission, on peut changer cette équipe-là? C'est vrai que l'État, c'est une continuité. Oui, on peut changer une équipe quand elle ne gagne pas. C'est comme les joueurs, on les change sur le terrain. Là, on voit tout ce qui se passe. Mais nous sommes devant une situation où l'équipe qui est là assure donc véritablement sa mission. Et je venais tout à l'heure de féliciter cette coordination. Ça veut dire que l'équipe fait un bon travail à tous les niveaux, pratiquement. Donc la participation aujourd'hui qui n'est pas totalement bien jouée, c'est au niveau des citoyens. Certains banalisent encore la maladie ou n'ont plus peur de la maladie. Mais au niveau de cette équipe, je pense qu'elle fait un bon travail. La machine est assez bien huilée, donc il n'y a pas de quoi, qu'il n'y a pas de maillon qui ne fonctionne pas pour qu'on remplace l'équipe, pour qu'on la renforce. Donc je pense qu'il vaut mieux maintenir cette équipe-là. Parce qu'elle a commencé un travail qu'elle fait bien et parce qu'elle est aussi sur un programme qu'elle est en train d'exécuter à la satisfaction des Togolais. Il y a un sondage qui avait été réalisé il y a 2 mois où une très grande majorité des Togolais étaient satisfaits de la façon dont la pandémie est gérée donc, dans notre pays. Donc il n'y a pas de raison de changer cette équipe-là. La changer pourrait nous ramener en arrière. On pourrait mettre en place d'autres personnes qui vont apprendre, alors que ceux-là ont déjà appris, sont dans le feu de l'action et puis maîtrisent bien leur travail. Donc, il y a pas... et si cette crise durait pendant un bon moment? Oui, bon, je crois ou bien si l'état d'urgence venait à se proroger si la crise durait et que si on arrivait à vivre avec la maladie, donc on va revenir à une situation pratiquement normale, avec une nouvelle maladie qui existe et qui va ressembler aux autres maladies,
comme la tuberculose, comme le VIH, comme le palu qui est là depuis des siècles donc en Afrique. Et donc, ça va être une maladie comme ça qui sera maîtrisée. C'est vrai aussi, il faut saluer le travail des hôpitaux ici au Togo qui arrivent à soigner quand même un très grand nombre des personnes contaminées. Et donc, si on arrive à cette situation-là, je pense que la cellule de crise, on va lui retirer certains moyens. On va aussi alléger la tâche. Et je pense peut-être qu'à ce moment, on n'aura pas besoin d'avoir un seul hôpital qui va s'occuper des contaminés. Donc, tous les centres de santé pourraient, à ce moment-là, on le souhaite, c'est un rêve comme ça qu'on fait, on le souhaite, pourrait aller partout. Avoir un département où on s'occupe de ces malades-là. Se faire soigner valablement. Donc, on espère arriver à cela. Et si on arrive à cela, ça veut dire que la situation est devenue normale, que le Covid est maîtrisé plus ou moins comme les autres maladies qui tuent parfois, mais dont on arrive à soigner aussi les victimes, les malades. Donc, si on arrive à cela, je pense que le comité de riposte, même s'il existe, il va être revu dans sa composition et dans sa mission, avec moins de pouvoir et donc donner plus de pouvoir et d'espace donc au corps médical à travers tout le pays donc pour faire le travail. Mais je crois que aujourd'hui l'enjeu c'est de nous amener à vivre avec la maladie pour que les activités... Et après on verra avec la formation du gouvernement. Voilà. Eh bien Germain, nous allons parler là du kiosque des produits togolais. Je le rappelais, je le disais en début d'émission, vous êtes le premier responsable de ce kiosque-là et en même temps le directeur de publication du journal Togo Réveil. Alors, en tant que premier responsable du kiosque, comment se porte le kiosque? Est-ce que la cafette a déjà commencé par fonctionner? Oui, c'est là l'essentiel pour moi. Oui, je crois que la cafette va démarrer la semaine prochaine. Elle a démarré, mais timidement, on ne communique pas dessus. Donc nous avons des enseignes qu'on va devoir apposer pour que les gens sachent qu'il y a un espace de dégustation où on peut boire du thé 100% togolais, on peut boire du café 100% togolais, on peut boire du chocolat chaud 100% togolais. Et donc, ça va être la petite cafette. Comment est-ce que ça sera organisé? Est-ce qu'on peut y aller comme on va dans les cafettes, des dialogues? Oui, vous allez vous commander en principe, votre thé. ça devrait être ça, mais avec la pandémie, nous n'aurons que 2 tables. Donc, pour le moment, on pensait à 8 tables, mais on mettra 2 tables. Et après, il y a possibilité de venir se faire servir et de partir avec. Par rapport à d'autres vous venez avec votre thermos. Voilà, mais il y a aussi un peu de bouffe africaine. Il y aura du bankom, il y aura du riz avec du wachi. Voilà, donc il y aura ces mets-là. Et dans la semaine prochaine, tout ça sera fonctionnel, sauf que la pandémie fait qu'on ne fera pas du bruit autour de cela. On va communiquer un peu comme on peut. Et donc, en espérant que madame viendra manger un bon wachi chaud, je vais faire de la pub quand même pour un partenaire qui est dans le riz, les aliments enrichis. Donc, il va nous livrer du riz enrichi à la vitamine. Donc, ce wachi-là sera fait pour la première fois. Ce n'est pas n'importe quoi. Avec du riz enrichi à la vitamine. Alors, il va falloir venir. Est-ce qu'avec 150 francs, on peut avoir ce wachi-là? Dites-nous la vérité. Oui, bon, en réalité, un wachi enrichi. Nous misons sur 300. Nous avons d'abord une affiche qui dit « Mangez bien à partir de 300 francs ». Alors, wachi, on peut manger même à 100 francs. Mais il faut des mesures d'accompagnement, il faut un peu de viande, il faut un peu de fromage. Donc tout cela... C'est le tout qui fait 300? Oui, ça c'est intéressant. Oui, là nous communiquons là-dessus. Au moins avec 300, vous mangez bien. Maintenant, avec un petit poisson. Voilà, un petit poisson, la viande, le fromage, tout ça. Mais sans cela, on peut le faire à 100 francs, 150, mais c'est pas un bon plat, c'est pas assez fourni. Ouais, donc c'est en fait un demi-plat de 300. Le plat est à 500, et puis beaucoup plus pour ceux qui souhaitent manger comme ils le veulent. Voilà, donc on profite. Et de l'autre côté du kiosque, est-ce que les gens commencent par faire le déplacement? Vous avez des visiteurs au jour d'aujourd'hui? Visiteurs, mais là on est dans la phase de réception des produits.
on a quelques visiteurs, les ventes démarrent un peu timides. Ça, le début de toute chose a toujours été difficile. C'est d'ailleurs général avec la pandémie. Les options des consommateurs sont très limitées, mais on croit que ça va marcher, surtout quand on va démarrer avec la promotion véritable sur les médias partenaires dont Vision d'Afrique, qui n'a pas encore commencé. Pour le moment, il n'y a que 47 qui... C'est parce que la DC du kiosque travaille à Espoir 47, il faut le reconnaître. L'initiateur ne nous a pas mis les sur sa disposition. Oui, non. Il sait très bien comment ça fonctionne, et moi j'ai plusieurs fois... En fait, il a peur des moyens, donc il faut le titiller. Et ça, il la DC explique bien ça coûte rien, il sait très bien. Et ça ira. Adam, vous avez quelque chose à dire par rapport à cette initiative de Germain avec le kiosque et la cafette juste à côté. C'est la cafette, vous savez, oui, la plupart du temps, je sais que ce n'est pas aujourd'hui trop ancré dans les habitudes de se procurer de ces produits locaux, là, surtout en ce qui concerne les produits de café, etc. Mais la plupart du temps, quand vous prenez la grande masse, moi j'étais à Kara, il y avait un cafétéria qui est Diallo, mais qui a consacré une portion pour seulement les produits de café émanant donc des produits locaux. Et ça, lorsque vous voyez un peu l'engouement, ça voudrait dire que c'est un besoin réel. Puisque, bon, vous savez, pour la plupart du temps, c'est aussi difficile, quand, par exemple chez moi, c'est difficile que nous n'avons pas cette habitude-là de toujours faire le café chez soi, etc. Donc quand il y a ce cafétéria que tu sais, surtout qu'avec les prévisions exigent quand même qu'il y aura forcément une délocalisation du kiosque dans plusieurs quartiers. Et je crois que jamais sera débordé quelque part parce que les matins, avec ce que cela donne. Il y a ces collaborateurs qui sont là. Non, je parle du monde parce qu'aujourd'hui, comme je le dis, pendant moi, j'aurais bien voulu, lorsque je connais un café, le matin, moi, je me procure. Parce qu'on nous dit le bien fondé, ce que cela apporte à la santé, etc. Donc il y a un engouement. C'est difficile quand même que moi je puisse prendre et venir le faire chez moi. Donc si je sais qu'il y a un cafétéria qui le procure. Avec 150, c'est possible, non? Oui, bon, en fait, ce que je voulais aussi ajouter, vous savez, c'est des produits qu'il faut découvrir. Il y a une cafétéria non loin de chez moi où il y a un thé togolais qui allait faire un dépôt pour vendre. Depuis des mois. Après, ils ont commencé des dégustations, mais ça n'a pas vraiment pris. Bon, peut-être qu'il n'y a pas eu aussi assez de promos, mais l'expérience que je viens de faire, ou je suis en train de faire avec les thés togolais, moi je prenais beaucoup de Lipton, un peu de café, mais là je suis carrément au thé togolais. Vous prenez un truc comme Bioté, vous prenez le thé solo et tout ce que vous savez, quelques liba et tout ça, avec le thé du président qui vient de sortir aussi. C'est des thés de qualité extraordinaire. Vous avez le café des grands plateaux et tout ça. Alors si je viens avec mon gobelet à 150 francs, je peux l'avoir. Oui, c'est le prix. Donc Adam, en allant en ville, vous faites un tour là. Sauf que le thé et le café togolais sont un peu plus chers. Mais on est obligé de faire le même prix parce que les gens sont... Voilà. Mais l'idéal vraiment serait que plusieurs cafétérias, comme il parle de Kara, le fassent. C'est vrai qu'il y a une malheureuse expérience dont je parlais tout à l'heure. L'idéal aussi serait que les gens commencent aussi par le prendre chez eux. Pas s'intéresser. Voilà, chez eux, parce que c'est des thés de très bonne qualité. C'est fait maison, c'est fait par des jeunes de chez nous. Et ça n'a rien à envier aux autres thés. Donc je crois qu'on va démarrer cette expérience. Mais notre objectif aussi, c'est pas forcément que les gens viennent prendre le café chez nous. Ceux qui prennent le café dehors viendront le prendre. Mais ceux qui peuvent venir, puisque le thé et le café sont en vente dans le kiosque, ils viennent acheter. Ils viennent, ils dégustent, ils découvrent en réalité. Là, nous avons plusieurs gammes de thé. Ils découvrent ce qui correspond à leur feeling, à leur goût. Ils peuvent l'acheter et ils n'ont plus besoin de venir forcément chaque fois chez nous pour le prendre. Ils peuvent le prendre à la maison. Et j'en profite vraiment pour saluer tous les producteurs qui ont fait de gros efforts pour que leur thé ressemble un peu
au standard, au thé ordinaire qu'on connaît. Même Choconour aussi qui a fait un chocolat de qualité. Et si vous permettez, je voudrais aussi féliciter le ministère du Commerce en charge de la promotion de la consommation locale qui lance le mois prochain le mois du consommé local qui, on l'espère, va être une bonne opportunité pour rapprocher les produits togolais des consommateurs. Eh bien, Adam, hier 14 septembre, l'université de Lomé a célébré son 50e anniversaire. Aujourd'hui, dans le temps, on l'appelait Université du Bénin, UBUB. Aujourd'hui, depuis quelques années, c'est Université de Lomé. Quel bilan peut-on dresser aujourd'hui en matière d'infrastructure, par exemple? Déjà, moi, la plupart du temps, je l'ai dit, pour la première fois, surtout lorsque nous prenons les dernières élections que nous avions connues, que ce soit présidentielles, surtout présidentielles d'ailleurs même, pour la plupart du temps, entre-temps, cette université-là était citée, à mal surtout par les détracteurs, ou je les appelle les opposants, puisque la liberté d'opinion permettait quand même à ces opposants de pouvoir utiliser donc la commune de l'université pour faire valoir un certain nombre de préoccupations disant que nous n'avions pas connues. Sur ce campus universitaire, un développement digne de ce nom après 50 ans naturellement, puisque vous savez, juste après les indépendances, il n'y a pas eu longtemps que l'université de Lomé a été créée. Mais après 40 ans ou 45 ans d'ailleurs, même plus ces 5 dernières années que nous avions connu réellement un développement digne de ce nom. Et je pense que cela dépend aussi de l'acteur qui s'est dit que tant que lui sera ici, en quelques 5 ans, l'université de Lomé serait une référence dans la sous-région. Et je pense qu'il est sur la bonne voie. Moins de 5 ans, d'ailleurs même aujourd'hui, entre-temps nous citait des universités, que ce soit du Ghana, du Bénin, etc. Mais aujourd'hui, je pense que l'université de Lomé, en termes d'infrastructure, en termes d'apport d'unités d'enseignement, et en termes également d'extension, puisque aujourd'hui, en temps, l'université de Lomé n'était pas connue comme étant une université où pouvait j'ai passé l'enseignement continu aujourd'hui, il en a rajouté. Et il a également 2 ambitions également pour l'université de Lomé, ce qui fait qu'aujourd'hui, sur le plan international également, l'université de Lomé est très bien cotée. Je pense que ce cinquantenaire-là mérite d'être célébré et de mettre également sur le fait de l'avant toute cette disposition qui a été prise ces derniers temps. Donc je pense que c'est également le moment de pouvoir faire en sorte que l'université de Lomé soit une référence, ou du moins sa gouvernance soit une référence pour des acteurs qui sont postés à des postes de responsabilité dans nos pays. Au-delà de tout, de pouvoir voir ailleurs, il faudrait quand même que les institutions dont ils ont la charge, que ces institutions-là fassent un rayonnement et faire parler d'elles, faire parler du pays à l'international. Je pense qu'aujourd'hui, l'université de Lomé est une référence dans la sous-région, pourquoi pas même en Afrique. Germain, référence dans la sous-région, quand on voit le nombre des étudiants, comment les cours se déroulent et autres. 50 ans après, on peut dire que l'université a été créée juste quelques temps, seulement après ma naissance. Et on a vu des générations donc, de Togolais avant qui allaient se former à Dakar et ailleurs. Donc à partir des années 70, on commençait par être formé au Togo. Le Togo a fait revenir plusieurs enseignants, donc des Togolais de la diaspora qui étaient en Europe et ailleurs, qui enseignaient là-bas, qui sont revenus. Et donc il y a eu un grand travail qui a été fait. Et nous avons eu la chance aussi de faire l'université de Lomé il y a 30 ans. Et il y avait à peine 7 000, 8 000 étudiants donc à notre époque. Aujourd'hui, ça fait 50 000 étudiants et plus. Donc, vous voyez que l'université s'est agrandie. C'est avec nous qu'on avait construit les amphis 600 et 700 à l'époque. C'était plus qu'extraordinaire. Voilà, mais aujourd'hui, quand vous allez à l'université, vous ne connaissez plus ce temple du savoir. J'ai failli me perdre la dernière fois. Il y a eu une génération de dirigeants qui se sont succédés, dont le dernier, le professeur Kokoroko, qui fait un travail assez remarquable, qui est un grand manager, parce qu'il a su tisser des partenariats avec plusieurs structures privées, et donc pour mettre l'université sur les rails.
Donc au niveau des installations, il y a une grande amélioration des infrastructures aujourd'hui. Les étudiants évoluent dans les meilleures conditions. Et puis il y a eu ce système LMD qui est venu entre-temps. Avec ses exigences aussi, il fallait organiser tout ça. Et l'équipe dirigeante de cette université a été à la hauteur. Et vous allez voir que avant l'université était l'endroit où les politiques venaient jouer et faisaient fleurir leurs ambitions à travers des grèves intempestives et tout ça des étudiants. Mais vous verrez que là aussi, sous la nouvelle administration, il y a eu moins de grèves des étudiants et moins de grèves des enseignants aussi, parce qu'il y a eu pas mal d'améliorations. Les enseignants sont mieux payés qu'avant. Les professeurs aujourd'hui gagnent au moins 1 million par mois, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Donc l'État a fait un effort de ce côté. L'université aussi prend en charge certains enseignants. Au niveau des étudiants aussi, il y a des efforts qui sont faits. Et donc, quand vous allez aujourd'hui à l'université, vous êtes content. Vous êtes dans une université publique et vous êtes content de voir tout cela. Mais ce n'est pas une question d'infrastructure, et Adam le disait tout à l'heure, c'est au niveau du savoir qui est dispensé aussi. Notre université est une des références donc, en Afrique. J'oublie un peu le classement. L'an dernier, il avait été classé parmi les meilleures universités francophones d'Afrique. J'oublie le positionnement, peut-être on reviendra en parler une autre fois. Et donc, il y a quand même cette qualité de l'enseignement qui est valorisante et qui permet donc aujourd'hui aux étudiants qui sont formés de sortir assez bien outillés. Et il y a aussi ces contrats-là que l'université a signés avec plusieurs structures, dont la dernière, c'est Simtogo, donc avec des recherches. L'université fera des recherches pour aider Simtogo dans le traitement et la production. Il ne faut pas oublier le rôle joué par l'université dans la gestion de cette crise-là. Voilà, et donc il y a tout ce qui a été fait là et qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas... L'université a notre visage. L'université a notre visage. L'université entend même se mettre dans des activités génératrices de revenus avec des structures. Et puis, autre chose importante, c'est ce fonds pour la recherche de 100 millions de dollars, et 100 millions plutôt, pas de dollars, qui a été mobilisé par l'université pour encourager la recherche et qui a permis d'ailleurs de financer une bonne partie du comité scientifique qui a travaillé sur le Covid. Donc nous sommes avec des dirigeants assez jeunes, comme vous le voyez, les professeurs aujourd'hui à l'université sont jeunes et assez ambitieux et qui sont en train de hisser notre université, l'université de Lomé, au rang des meilleures universités de l'Afrique francophone. On ne peut que saluer cela et souhaiter bon vent à cette équipe-là et que ce travail qui nous honore tous et qui permet de former l'élite de demain. Eh bien, nous allons enchaîner avec la une des journaux. Nous commençons avec Vision d'Afrique qui revient sur cette histoire d'escroquerie et usurpation des noms et titres de députés. L'Assemblée nationale invite les gérants des restaurants à la vigilance. Germain. Oui, je crois qu'aujourd'hui, comme on le dit traditionnellement, je vais commenter avant que Vision d'Afrique n'en parle. Oui, c'est Togo Réveil, c'est pas Vision d'Afrique. Ok. Alors, nous avons parlé de l'Assemblée nationale dans cette parution sur 2 articles. Un peu la nouvelle session qui s'ouvre et tout ce qui attend les députés. Mais c'est sur cette affaire d'escroquerie-là. Comme on le dit chez nous, les escrocs ne dorment pas. Et donc, dans leur innovation, ils se sont jetés sur des restaurants à qui ils proposent donc des services, parce que les députés togolais vont recevoir des sessions d'échange avec d'autres députés de la CEDEAO, de l'UEMOA et tout cela. Donc, il y aura une affluence des députés des autres pays. Que le marché de la restauration donc sera cédé à certains restaurants qu'ils ont ciblés et à qui ils proposent
donc de fournir des documents et d'envoyer de l'argent sur certains comptes Timoni et Flows. Donc je crois que c'est passé et heureusement que l'Assemblée nationale a vite été mise au courant et la présidente de l'Assemblée, Mme Tigan, a sorti cette note-là pour attirer l'attention de tous les gérants de restaurants qu'il n'y a pas une organisation comme ça en vue à l'Assemblée et que ce n'est pas le mode d'attribution des marchés de l'Assemblée aux prestataires de services. Et donc, le message est passé, il a été relayé par plusieurs médias et les réseaux sociaux depuis la semaine dernière. Eh bien, Adam, je ne sais pas comment le dire, ces personnes-là qui escroquent, qui aiment escroquer et les gens, ils ont osé usurper l'identité des députés, c'est osé. Au savant de là, il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien de nouveau dans ces pratiques-là. Ce sont des pratiques qui sont pratiquement rentrées dans les habitudes d'aujourd'hui. Mais ce qu'il faut faire remarquer, c'est que pour la plupart du temps, c'est la population ou carrément, ces services-là qui sont un peu dans la naïveté. Parce que vous savez, nous-mêmes, il arrive des fois qu'au niveau du portable, les gens vendent des trucs. Donc, lorsque vous-même, vous ne saviez pas vous y prendre, vous tombez directement dans leur maille et vous passez donc à tabac. Ce qui fait que moi, je dis aujourd'hui, disons la note de la présidente de l'Assemblée nationale, elle est bienvenue dans un environnement où on voit une certaine susceptibilité de ces gens d'acteurs qui fleurissent aujourd'hui pas mal à tout point de vue. Et ça, je pense qu'il a bien pris le taureau par les cornes très tôt et a tenu à avertir surtout le fait que, vous savez, aujourd'hui, avec l'équipe de communication qui est en place, l'information va vite. Elle a su associer plusieurs médias qui en font donc le relais sur toute l'étendue du territoire d'ailleurs même, fait que les gens sont avertis dorénavant et éviteraient de tomber dans ce genre de pièges. C'est important puisque les gens font même que ce soit les pages Facebook des ministres, même de la présidence, etc. sont la plupart du temps usurpés à des fins qui n'honorent pas entièrement notre pays. Et si réellement vous ne sonnez pas la lettre, c'est le nom de nos autorités qui sont donc mises en berne et ça n'honore pas notre pays. Eh bien, nous enchaînons avec votre parution, mais avec vous, on ira au-delà de nos frontières avant de revenir avec l'affaire du prophète Isaïe. Adam, vous vous êtes intéressé à la situation au Mali. Mali, difficile, sortie de crise. La CEDEAO, décriée hier, courtisée aujourd'hui. Comment croiser les approches? Oui, je ne crois pas que vraiment le temps imparti peut véritablement nous permettre de pouvoir rentrer en profondeur. Oui, mais il faut. Mais ce qu'il faut dire, en réalité, en résumé, ce qui nous a motivé un peu à faire cette analyse-là, et en parlant un peu des pesanteurs liés au fait que lorsque vous prenez ces bougistes-là, à la veille de leur bouche, ils étaient donc salués en héros par la population. Mais ils ont oublié qu'il n'y a jamais eu un bon coup d'État, quel que soit les motivations que nourrissent ces processus, il n'y a jamais eu un bon coup d'État. Et lorsque nous prenons un peu les lois fondamentales de la République malienne, disons qu'un coup d'État est un imprescriptible et que dans ces auteurs sont forcément poursuivis. Et lorsque vous voyez un peu ces processus-là qui étaient salués, applaudis par la majorité de la population, aujourd'hui qui essaie un peu de mettre disons les bouchées doubles pour convaincre la population de leur bonne foi, donc à céder le pouvoir d'ici très peu, mais on constate que c'est une sorte de diversion qui se joue. Ils se font de plus en plus gagner du terrain et les conclusions qui sont sorties. Il ne faut pas oublier, ce sont des militaires. Bon, les militaires, de toutes les façons, étant dans l'acte additionnel de la CEDEAO, là, c'est bien dit, les militaires ne sont pas concernés par les affaires de pouvoir. Donc, ils doivent être à l'écart. Leur rôle, c'est de rester dans le camp et de pouvoir donc assurer la sécurité du pays. Et aujourd'hui, ils sont venus achever une initiative entre-temps que portaient les forces vives et certains partis politiques, oubliant que ces militaires également peuvent aussi nourrir des ambitions à raison, d'ailleurs même parce que une des motivations qu'ils essaient d'avancer est la question sécuritaire, cette crise sécuritaire qui secoue le Mali, dont la bonne gestion n'est pas tellement vue par ces militaires-là qui se trouvent être au front et qui sont pour la plupart du temps
affectés par la mauvaise gestion de cette crise-là. Donc ils essaient d'avancer ces arguments-là pour se dire qu'aujourd'hui, avec les 1 an et demi qu'ils essaient donc de faire prévaloir, qui est contradictoirement à la CEDEAO, qui exige à ce que qu'on ne puisse durer que 1 an, ce qu'ils n'approuvent pas. Et aujourd'hui, je pense que les pourparlers d'Accra pourraient donc permettre à la CEDEAO encore de recadrer ces putschistes-là. Malheureusement, nous voyons que cette attitude des putschistes a clairement divisé la classe politique malienne, qu'ils ne les ont pas vu venir. Et on risque de retourner à la case de départ avec ces attitudes-là, parce que vous avez vu le M5 qui était donc porteur, disons, de cette révolution. Quand vous suivez un peu les informations, apparemment, le M5 même est divisé. Non, le M5 était divisé, même sur cette approche-là, ils sont encore ressoudés. Parce que vous avez vu l'imam Dicko, entre-temps, où tous les partis politiques étaient contre, qui devaient donc prendre son large sur les questions politiques aujourd'hui. Sur cette question contre les putschistes, ils sont encore réunis. Donc, vous voyez, on risque donc de retourner à la case de départ, ce qui n'honore pas un peu ce pays-là, mais il y a un brin d'espoir, étant donné que la CEDEAO, aujourd'hui, est carrément la maîtresse de la situation. Elle était décriée par le passé, mais aujourd'hui, tous les regards, que ce soit de l'opposition, que ce soit au niveau des putschistes, sont orientés vers cette CEDEAO-là, qui doit aujourd'hui prendre les raisons. Parce qu'ils l'ont dit. Non, bon, au Togo, c'était pas le même chemin, mais ici, tout le monde, comme je le dis, que ce soit l'opposition, que ce soit les putschistes, ils attendent quand même le dernier mot de la CEDEAO, malheureusement, qui était décrié par le passé. Eh bien, j'aimerais un mot rapidement avant qu'on parle de l'affaire du prophète Esaïe par rapport à la situation au Mali, bien sûr. Oui, bon, je crois que nous sommes dans un pays où l'armée intervient un peu trop dans la vie politique. Nous sommes aussi en face d'une armée dont le chef aspire véritablement à diriger le pays, à faire des coups d'État, à revenir comme des civils, après pour chercher à conquérir l'électorat. Nous sommes surtout dans un pays qui a des problèmes sécuritaires avant des problèmes politiques. Donc cette armée qui est venue ne semble pas tenir le bon bout. Je pense que la situation telle qu'elle se présente ne sera pas meilleure que celle qui prévalait avant le putsch. Donc ça va être une équation difficile pour les Maliens, parce que dans quelques années, quand le bilan sera fait, il faut pouvoir avoir un bilan meilleur que celui de Ibeka. Et à mon avis, ça va prendre du temps pour avoir autre chose que ce à quoi on a assisté. À partir du moment où les soldats français qui étaient décriés, déjà l'armée maintient ce partenariat, ainsi que celui de la force de l'ONU. Donc il n'y a pas grand changement sur cet aspect-là que certains Maliens décriaient. Ça veut dire que cette armée reconnaît déjà son incapacité à gérer les questions sécuritaires. Or, elle intervenait pour cela. Et maintenant, elle voulait se donner 3 ans de transition, ce qui est trop. Après, elle pense faire 2 ans, mais comme la CEDEAO a déjà fixé une transition qui ne saurait dépasser 1 an, aujourd'hui, cette chose est en train de négocier 18 mois de transition. 18 mois, pourquoi faire, on ne sait pas. Sur cette durée-là, même finalement, le mouvement qui est à la base de la contestation n'est pas d'accord non plus de la feuille de route de cette transition-là. Donc c'est un coup d'État qui, à mon avis, est inutile et qui risque même de retarder le Mali, parce qu'il faut recréer aujourd'hui tout ce qu'il faut. Peut-être qu'il n'avait pas eu le temps de penser à tout cela avant d'agir. On aurait pu recadrer tout simplement Ibeka en acceptant un gouvernement d'union après la crise, pour que ceux qui n'étaient pas au pouvoir soient associés au pouvoir et que tous les Maliens puissent y aller. Bon, maintenant, l'ancien régime est plus ou moins balayé. Ça m'étonnerait qu'il revienne dans le prochain gouvernement. Les militaires qui n'ont pas pour carrière la politique vont gérer les choses à leur manière. Et puis après remettre le pouvoir aux civils qu'ils vont eux-mêmes choisir, probablement. Donc ça va être une
compliqué. Un recul, à mon avis, mais comme le disait Adam, on espère que la CEDEAO va peser, comme elle a su le faire dans certains cas, comme en Guinée-Bissau dernièrement, et puis en Gambie aussi, et on va voir si nos chefs d'État pourront définir une feuille de route pour le Mali et qui puisse la sortir de la crise. Eh bien, le dernier sujet abordé dans cette émission, c'est l'affaire du prophète Esaïe Korkou Deko Daniel, a été convoqué au SCRIC hier pour affaire le concernant. Il devrait passer devant le juge ce mardi. Le prophète avait eu des révélations qu'il rendait publiques dans les vidéos et audios qui circulaient sur la toile. Ces révélations concernaient en réalité la présidentielle du 22 février dernier, surtout avec l'élection de Agbeo Mekodjo en tant que président. Adam, dites-moi, serait-il convoqué pour avoir eu des révélations ou pour avoir pris parti? Parce que quand vous écoutez un peu ces révélations-là, le vrai gagnant était le candidat de la dynamique Kodjo. Non, bon, vous savez, moi, que ce soit l'un ou l'autre cas de figure, le contenu même de son message, moi, ne m'intéresse pas trop. Je ne me suis même pas attelé à cela. Mais ce qu'il faut dire fondamentalement, je pense que dans nos traditions, surtout africaines, étant donné que nous sommes toujours dans cette démocratie bananière-là, on l'a vu encore au Mali après 60 ans, qu'on soit encore là avec des coups d'État. Donc le Mali, le cas malien est venu confirmer un peu cette démocratie bananière-là que nous avions toujours décriée de partout. Et ça, je pense que, comme l'avons aussi dit, lorsqu'on prend aujourd'hui le positionnement d'Imam Dicko, tout comme au Mali, qui est un confessionnel qui se mêle trop aux affaires politiques, de la même manière, il faudrait quand même qu'on évite que cet tentacule-là embrase un peu nos pays. Donc moi, j'estime que le confessionnel devait rester dans son rôle. Malheureusement, on voit réellement que ces gens-là s'immiscent trop dans les questions politiques. Je ne vois pas en quoi on peut tourner donc la page des élections qui sont passées et qu'un prophète, on aurait bien voulu les attendre sur la question du coronavirus pour pouvoir prédire la venue du coronavirus, karma prédit des choses qui puissent permettre à nos États de pouvoir donc résoudre ces problèmes-là. Mais tel ne fut pas le cas. Et lorsque vous prenez ces confessionnels-là qui essaient donc d'avoir des propensions liées donc à la politique, cela rime karma avec violence. Parce qu'aujourd'hui, ça vous a dit quelque part, et à mon humble avis, je pense que le confessionnel est fait d'abord pour réunir, parce que lorsque on parle d'église, c'est toute confession qui arrive. Et lorsque vous prenez des positions assez ambiguës concernant donc des questions politiques, il va de soi quand même qu'on vous regarde. Et moi, de la même manière, comme beaucoup de voix sont levées quand même pour regarder l'imam Dicko du Mali, qui a même conduit fatalement à une crise sans précédent où l'équation serait difficile même à résoudre, on le voit tantôt. Il faudrait réellement qu'on fasse stopper ces gens-là dans leur élan pour éviter à ce que ces questions-là puissent donc s'inviter dans la politique togolaise. Eh bien, Germain, Dieu, il est partout, c'est vrai, mais est-ce que Dieu intervient-il dans les affaires d'élection, d'élection? Il y a des commissions qui sont chargées d'avoir un œil sur ces affaires-là, et c'est un homme de Dieu qui vient prédire les résultats et autres. Non, je pense qu'il y a des hommes de Dieu qui n'ont peu de scrupules, qui ont tellement contribué à abattre leurs fidèles qu'ils continuent dans les excès. Donc aujourd'hui, vous avez des pasteurs qui racontent n'importe quoi à leurs fidèles et certains croient. Donc allez dans des églises et vous serez surpris de leur capacité à inculquer des idées à leurs fidèles. Et je pense que ce pasteur est dans ce rôle. Peut-être aussi qu'il est sur les traces de l'archevêque Podjro, qui aussi a présenté Agbeo Mekodjo comme le candidat du Saint-Esprit. Mais là, lui n'a pas donné les résultats. Certains l'ont cru. Et donc aujourd'hui, c'est un pasteur qui était un peu dans l'anonymat, qui se fait un peu connaître en s'y mixant dans ce débat politique et en prenant des postures qui ne devraient pas être les siennes, parce que son rôle, comme le rappelait Adam tout à l'heure, c'est de s'occuper, de sauver les âmes, de les rapprocher de Dieu. C'est pas d'amener quelqu'un au pouvoir ou de décréter qui est au pouvoir ou qui va arriver au pouvoir. Mais c'est pas bien grave. Je pense que aujourd'hui il est arrêté, il est devant la justice. On espère que
Et jusqu'alors, la dynamique de son côté n'a pas présenté les preuves de sa prétendue victoire. Est-ce que cette dynamique se serait fiée aux révélations de ce prophète-là? C'est en se fiant à ça que la dynamique clame haut et fort qu'elle a remporté la l'élection. dynamique avait annoncé des séances de prière et de jeûne dans des pays, ça n'a pas encore commencé. Donc voilà des gens qui amènent d'autres méthodes dans la politique et pour surfer sur la croyance ou la naïveté, j'allais dire, de certains citoyens. Ça marchait un peu dans le cadre de l'opposition parce qu'on a vu un peu que Monseigneur Godjo, avec ses sorties et ses attaques contre les autres leaders, a pu vider un peu ces partis politiques-là au profit d'Abraham Godjo qui n'avait pas de base électorale véritable. Mais à l'échelle nationale, ça n'a pas trop pris, parce qu'en face, il y avait un pouvoir trop fort qui avait quadrillé le pays, qui a pris le temps de se réorganiser depuis le 19 août 2017, et donc qui a gagné haut la main cette élection. Donc en face, il n'y a pas de résultat contradictoire à donner. C'est pour ça que depuis des mois, la dynamique n'a pas osé donner des chiffres parce que ça va être des chiffres falsifiés, totalement inventés. Et ils risquent aussi d'être poursuivis pour falsification de résultats. Donc je pense qu'ils ne vont pas s'amuser à publier des résultats puisqu'ils ont les vrais résultats. Ils savent qu'ils n'ont pas gagné, mais ils sont dans une contestation. Là encore pour embarquer certains naïfs. Mais je pense que tous ces jeux-là aujourd'hui, ça va s'arrêter. Les partis qui sont morts, les partis d'opposition qui sont morts à l'issue de cette élection-là essaient de se réveiller. Certains de leurs militants reconnaissent qu'ils ont été bernés par l'archevêque de Lomé. Et puis, ce pasteur qui n'a pas véritablement une influence, je pense que lui, il a voulu juste surfer sur le phénomène. Peut-être qu'il a réellement eu des révélations. Bon, maintenant, le candidat d'UNIR aussi, vous savez, lui aussi, il a un Dieu. Il va à l'église. Tout le monde a un Dieu. Donc, tout le monde est chrétien. Il n'y a pas un Dieu pour une partie des chrétiens et un Dieu pour une autre partie. Donc, Dieu, il a au-dessus de tout cela. Alors, merci à vous, Germain, d'avoir préparé cette émission. Adam, merci d'avoir fait le déplacement. Chers téléspectateurs, c'est donc fini pour l'actualité en débat de ce mardi. On se donne un rendez-vous jeudi à partir de 10h. Au revoir.